Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le gouvernement exige la fermeture de la maison Schengen à Kinshasa. Cette institution de l'Union européenne, gérée par Bruxelles, s'occupe de réceptionner et de traiter les demandes de visa en direction de plus d'une dizaine de pays européens. Le conseil d'administration de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, qui s'est tenu ce mercredi 24 janvier 2018 à Brazzaville, a approuvé 5 propositions de financement pour un montant total de 33,125 milliards de francs CFA. Objectif, développer une infrastructure de stockage des hydrocarbures. Et puis nous recevrons en fin de journal Manu Dibango, le célèbre saxophoniste. Il est venu rendre hommage à Hugh Masekela, grand musicien de jazz et aussi figure de la lutte contre l'apartheid, décédé ce mardi 23 janvier à l'âge de 78 ans. Mais tout d'abord, les ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine se réunissent depuis ce 25 janvier à Addis Abeba, en Éthiopie. Une réunion pour préparer le 30e sommet de l'Union africaine qui s'ouvrira ce dimanche 28 janvier sous le thème « Gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique ». Un sommet aux enjeux multiples. Au programme, la lutte contre la corruption et la mise en place de réformes concernant l'immigration, mais aussi le passage de relais entre le président actuel de cette institution panafricaine, Alpha Condé, et le chef de l'État rwandais, Paul Kagame. En République démocratique du Congo, les tensions diplomatiques avec la Belgique. Dans un communiqué, le gouvernement congolais a exigé ce 24 janvier la fermeture de la maison Schengen. Une décision qui intervient quelques jours seulement après l'ouverture d'enquêtes officielles sur les exactions perpétrées lors des marches des protestations en République démocratique du Congo. Corinne Kamsefem. C'est par un acte fort que le gouvernement de la République démocratique du Congo a répondu aux exigences de l'Union européenne qui souhaite l'ouverture d'enquêtes officielles sur les exactions qui auraient été perpétrées lors des marches pacifiques du 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018. Le gouvernement exige la fermeture dans un bref délai de la maison Schengen de Kinshasa. Cette institution de l'Union européenne gérée par Bruxelles s'occupe de réceptionner et traiter les demandes de visa en direction de plus d'une dizaine de pays européens. Il y a des questions de souveraineté. Donc, la question se pose maintenant de savoir est-ce qu'il y a des pressions qui pourront être maintenant mises en place. Vous savez que la Belgique aussi, vous avez parlé tout à l'heure de la Belgique aussi, qui, d'une façon ou d'une autre, en tant qu'une puissante tutrice, colonisatrice, il exerce certaines pressions. Mais vous savez que les questions de souveraineté de l'État sont des questions très délicates. Donc aujourd'hui, on est dans une situation politique assez complexe. Qui demande, l'ONU a essayé d'intervenir à travers des médiations, l'Union africaine également. L'ONU a fait un travail de fond. Mais le problème reste un problème externe congolais. C'est-à-dire pouvoir résoudre cette crise-là aujourd'hui et aboutir à un consensus. Du côté des autorités belges, c'est encore le déni. Selon l'agence de presse belge, les autorités ont affirmé dans la soirée du 24 janvier que le ministère des Affaires étrangères n'avait pas authentifié la note du gouvernement de Kinshasa. Or, le 10 janvier 2018, la Belgique avait elle-même annoncé une révision fondamentale de sa coopération avec la République démocratique du Congo en attendant l'organisation d'élections crédibles. Les sanctions, en réalité, serviront à quoi? On parle de 25 millions de dollars en réalité, qui étaient des fonds destinés à la coopération officielle, qui aujourd'hui va être tourné vers destinés à la coopération décentralisée, donc vers les ONG. On parle d'autres sanctions. Il y a un problème à régler sur le destin du Congo par rapport à des individus, à un système de dictature qui date depuis l'assassinat de Lumumba. Ces pays qui parlent de sanctions aujourd'hui sont pour une partie immensement responsables de ce qui se passe au Congo démocratique. Le calendrier électoral prévoit la tenue de la présidentielle le 23 décembre 2018. Cependant, le comité laïque de coordination de l'Église catholique, soutenu par la communauté internationale, exige du président Joseph Kabila qu'il ne se représente plus lors de ce scrutin. Le budget 2018 de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale va connaître une progression de 8% par rapport à 2017. 33 milliards de francs CFA seront injectés dans des projets de développement en faveur de 4 pays de la sous-région pour l'année 2018. Plus d'explications avec Deva Panzou.
Le conseil d'administration de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, qui s'est tenu ce mercredi 24 janvier 2018 à Brazzaville, a approuvé 5 propositions de financement pour un montant total de 33,125 milliards de francs CFA. La banque a prévu 20 milliards pour le projet de développement d'une infrastructure de stockage des hydrocarbures et 5 milliards pour la réhabilitation et l'élargissement de la route nationale PK5, PK12 à Libreville. Malgré la hausse du budget, les effets de la crise ne sont pas exclus. On a alors adopté un budget qui, en termes de produits, a connu une augmentation d'environ 8% par rapport à 2017. Et en termes de charges, il y a eu une diminution de 7% par rapport à l'année dernière. D'autres projets concernent la création d'un complexe agro-industriel de palmiers à huile par la société Palme d'Or en Centrafrique pour 4,5 milliards, la construction de la petite centrale hydroélectrique de Mbakau au Cameroun pour 800 millions et la construction du centre hospitalier Mamabong à Bata en Guinée équatoriale pour un montant de 2,9 milliards. Mais le financement de tous ces projets s'inscrit dans la vision définie dans le plan stratégique 2017-2022 de la banque. Les projets que nous finançons maintenant ne peuvent qu'être dans le cadre de ce qui est prévu dans le plan stratégique 2017-2022, qui sont déjà les guides, puisque le même conseil d'administration suit aussi de près à chaque fois que nous finançons des projets pour s'assurer que nous sommes dans les critères qui avaient été approuvés par nos organes. Le conseil d'administration de la BDEAC a par ailleurs approuvé la mobilisation de 2 lignes de crédit auprès de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique pour un montant total de 35 millions de dollars. Ces nouvelles ressources devraient permettre à la BDEAC de financer les projets d'agriculture, de la pêche, l'agro-industrie, l'élevage et le commerce avec le monde arabe. En Afrique du Sud, le trompettiste sud-africain Hugh Masekela s'est éteint ce 23 janvier à l'âge de 78 ans. La légende du jazz était en effet atteinte d'un cancer depuis 2017. Exilé aux États-Unis pendant 30 ans, Hugh Masekela avait construit son œuvre musicale en hommage à sa terre d'origine et à celles et ceux qui combattaient la ségrégation raciale. C'est un sujet de la rédaction. Sa première trompette, il l'a tenue à l'âge de 16 ans. Un cadeau d'un prêtre anglais anti-apartheid qui travaillait dans les townships. Elle appartenait, paraît-il, à Louis Armstrong. Avec sa musique à la fois plaintive et ombrageuse, tantôt mêlée de blues, de sonorités africaines, de soul ou encore d'électro, Hugh Masekela s'est rapidement imposé comme une icône emblématique du jazz, notamment grâce à son morceau Grazing in the Grass, sorti en 1968, qui connaît un véritable succès dans les hit-parades. La musique a une grande influence sur ce que nous faisons. Ça change notre humeur et avec sa musique, il réussissait à améliorer notre quotidien. Ce que je veux dire, c'est qu'on se sent toujours bien quand on l'écoute. C'est triste de savoir que sa voix n'est plus. J'ai juste aimé l'homme. Pionnier de l'afro-jazz et symbole de la lutte contre l'apartheid, Hugh Masekela est devenu, à travers ses œuvres, indissociable de l'histoire sud-africaine. On se souvient notamment de Soweto Blues, une chanson emblématique du mouvement anti-apartheid, ou encore Bringing Back Home, Ramenez-le à la maison, écrite durant son exil, qui appelle à la libération du président Nelson Mandela, alors emprisonné. Il n'est pas facile de décrire Hugh. Il n'y a pas beaucoup de mots pour le décrire et je dis toujours qu'il était tout. En ce qui me concerne, je l'ai mis dans le même registre que Mandela, parce que même si les gens le connaissent musicalement, nous passions plus de 70% du temps à ne pas parler de musique. C'est ce Hugh-là que je connais. Au cours de sa carrière, la légende du jazz a fréquenté de grands noms de la musique, tels que Miles Davis, Fela Kuti ou encore Miriam Makeba, connue sous le nom de Mama Africa. Il a également collaboré avec les Byrds et joué aux côtés de stars tels que Janis Joplin, Otis Redding et Jimi Hendrix au célèbre Monterey Pop Festival. Après 50 années de spectacles et de tournées, Hugh Masekela est décédé ce mardi 23 janvier des suites d'un cancer à l'âge de 78 ans. Il faut également rappeler que Hugh Masekela a également joué avec le célèbre saxophoniste camerounais Manu Dibango que nous accueillons aujourd'hui. Manu Dibango, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci.
Vous êtes sur notre plateau aujourd'hui pour nous parler de Hugh Masekela, un homme exceptionnel, un grand artiste du jazz, mais aussi une figure emblématique de la lutte contre l'apartheid. Vous avez collaboré avec lui. Comment s'est passée votre rencontre ? Déjà, merci de me recevoir. Le monde de la musique, en général, vient de perdre un géant, un grand instrumentiste, un trompettiste et bugle. Il se trouve qu'il est d'origine de l'Afrique du Sud, donc c'est du jazz africain. Il est d'origine, et puis le monde de la musique africaine également. Hugh était connu dans le monde entier, c'est l'un des premiers instrumentistes. Parce que souvent, quand on parle de la musique africaine, on parle des chanteurs ou des chanteuses. Mais lui, avec sa trompette, il est entré dans le milieu de la musique brillamment. Et c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de connaître dès la fin des années 60. Il avait déjà fait un énorme tube aux États-Unis, Grazing the Grass. Et puis, dans les années 70, au début, nous nous sommes rencontrés physiquement et nous avons vécu 2 ans aux États-Unis, lui avec sa trompette, moi avec mon saxo. Et par la suite, dans la vie, nous avons fait énormément de concerts ensemble, tant en Afrique, parce qu'il avait fait le festival du combat du siècle. Les gens se rappellent encore de Foreman, Mohamed Ali. Mais autour de ça, il y a eu un grand festival avec les artistes de l'époque, les Franco, les Kabasele, les Rochereau et tout ça. Et c'est lui qui avait organisé ça à partir de Los Angeles où il habitait. Mais quand il venait à New York, on habitait ensemble. Et quel héritage il nous laisse aujourd'hui dans le monde en tant qu'artiste de jazz? Énormément de disques. Pour ceux qui ont encore des disques, parce que maintenant, comme on télécharge, on ne sait plus, mais il a fait beaucoup. Il doit avoir à peu près une 60aine de disques à son actif, avec beaucoup de morceaux connus. Bringing Back Home, à propos de Mandela, c'est un morceau qui a été joué quand Mandela était encore en prison et qu'on rêvait qu'il sortirait un jour. Il a également été le premier mari de Myriam Makeba, donc reçu aux États-Unis par les Harry Belafonte et beaucoup. Et en Europe, ici, beaucoup dans les pays anglophones, un peu dans les pays francophones. Il a joué à Paris. La dernière fois qu'il a joué à Paris, il doit avoir 4 ans, au Parc Floral à Vincennes. Et puis nous avons fait des concerts. Je crois qu'il doit y avoir des images où nous sommes ensemble, tant au Maroc, à Mawazine, au festival de Mawazine, qu'en France, au festival de Sète qui s'appelle Fiesta Fête. On parlait de Nelson Mandela tout à l'heure. Justement, c'était une grande figure de la lutte contre l'apartheid, Hugh Masekela. Comment se traduisait son activisme pour la cause noire? Le fait qu'il était très populaire lui permettait de présenter la situation de l'apartheid dans son pays. Il était quelque part un ambassadeur banni de son pays, en même temps que Myriam Makeba. C'était 2 personnages qui réellement représentaient la lutte anti-apartheid à l'extérieur de l'Afrique du Sud. Merci beaucoup Manu Dibango d'être venu sur notre plateau. Ce journal a été réalisé par la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.